Bien, bonjour tout le monde. Donc, il est 8 heures. On va commencer à l'heure. La dernière fois, lundi, on est resté sur la technique de plage d'Élise pour déterminer le titre infectieux d'un virus. Et on avait dit que quand on fait un test en PFU, on teste en plage d'Élise, on fait une série de dilutions en cascade, on ensemence nos différentes dilutions sur des monocouches de cellules, on laisse pousser pendant quelques jours et on va voir l'apparition de plages de Lise dans notre monocouche cellulaire. Et la quantification est très simple, il suffit de dénombrer les plages de Lise et multiplier par le facteur de dilution, et c'est ça qui donne le titre en PFU ou UFP en bon français par ml. Alors, une autre façon de déterminer le titre infectieux d'un virus, c'est la technique de TCID50 ou dose infectieuse 50 en culture cellulaire. Au début, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'on démarre par la préparation d'une série de dilutions en cascade de notre échantillon attitré et on va ensemencer ces différentes dilutions sur des cellules en culture. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est de les distribuer pas dans un seul puits à chaque dilution, mais à chaque dilution, on va ensemencer 6 ou 10 puits. D'accord? Donc ici, dans l'exemple, on ensemence chaque dilution sur 6 puits dans la plaque. On met en culture pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, et on observe. Donc quand on a mis beaucoup de virus peu dilué, tous les 6 puits vont montrer un ECP, un effet cytopathogène. Quand notre stock est très dilué, bah, il y a plus de virus infectieux, donc tous les puits, 6 sur 6, contiennent des cellules en forme. Et quelque part entre les deux extrêmes, on va avoir des dilutions où on passe avec, ici on a 5 puits sur 6 qui montrent un ECP, et ensuite, à la dilution suivante, on a 5 puits sur 6 qui sont en forme. Un seul puits sur 6 avec un ECP. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tracer un graphe avec le pourcentage de puits avec un ECP en fonction de la dilution. Donc, à des faibles dilutions, on a 100% d'ECP dans les puits, 100% des puits qui montrent un ECP, et à des fortes dilutions, 0%. Et notre TCID 50, c'est là où cette courbe coupe 50%. Donc une chose pour être clair ici, c'est qu'on ne parle pas de 50% de cellules infectées dans le puits. C'est pas ça. C'est parmi les différents réplicas, parmi les 6 puits, 50% des puits qui montrent des signes d'infection. Donc elle limite un puits positif, c'est juste un petit groupe de cellules qui montrent un ECP dans le puits. Ce puits-là, il est positif. Et on considère à ce moment-là qu'on avait au moins une particule infectieuse dans le puits ici. D'accord? Donc, pour cet exemple ici, là, donc on a 50% de puits positifs avec un facteur de dilution de 3 fois 10 puissance 5, ce qui veut dire qu'on a 3 fois 10 puissance 5 TCD 50 dans le volume inoculé dans les puits. Donc, dans cet exemple, on est dans 0,1 ml, donc notre titre dans l'échantillon, c'est 3 fois 10 puissance 6 TCD 50 par ml. Donc la différence entre l'approche plage de Lise et TCD 50, donc PFU par ml, plage de Lise, c'est un dénombrement direct. Le TCD 50, c'est plutôt une mesure statistique. Mais les deux sont des mesures de virus infectieux.
Et si on utilise le même type cellulaire pour les deux mesures, les titres doivent être très proches. Donc, si on utilise la même cellule infectée en PFU par ml et en TCID 50 ml, par ml, on doit obtenir le même titre. Alors, pourquoi on veut connaître le titre infectieux d'un stock de virus? C'est parce que ça va nous permettre de faire des expériences dans des conditions contrôlées. Et en particulier, chaque fois qu'on lance une expérience avec le virus qui va infecter des cellules, c'est pas absolument nécessaire, mais c'est extrêmement important de connaître ce qu'on appelle la MOI. La MOI, c'est la Multiplicity of Infection. Et c'est tout simplement le rapport entre le nombre de particules virales infectieuses et le nombre de cellules dans une manip. Donc, si je veux infecter 10 puissance 6 cellules, avec une MOI égale 10, ça c'est des cellules, il me faut 10 puissance 6 PFU de virus ou TCID 50 de virus. Et donc, si je sais que mon stock est titré à 10 puissance 9 PFU par ml, bon, je sais que je vais devoir mettre 10 microlitres de mon virus pour infecter 1 million de cellules à un MOI de 10. Donc, très important de connaître le titre infectieux d'un stock de virus pour lancer des manipes. Alors, des choses qui sont un petit peu contre-intuitives, c'est que pour être sûr d'infecter toutes les cellules dans un puits ou dans un flasque de culture, on a besoin d'utiliser des MOI qui sont supérieurs à 1. Donc une MOI de 1, il y a une particule infectieuse pour une cellule. Mais l'interaction entre les particules virales et les cellules dans le milieu de culture est aléatoire. Donc, juste à cause du hasard, il y aura certaines cellules qui reçoivent 2 particules virales infectieuses et d'autres qui vont en recevoir 0. Donc si on veut que l'on a au moins 99% des cellules infectées, on doit utiliser un MOI supérieur à 5. Et comme ça, on sait que quand on a mis le virus sur nos cellules, le jour 0, ok, on a 100% de cellules infectées à ce moment-là. Alors, différents types d'expériences vont fonctionner mieux avec différentes MOI. Donc si on veut amplifier la quantité de virus dont on dispose, ou si on veut analyser la réplication du virus sur plusieurs cycles de réplication, il faut utiliser une MOI faible. Et faible, ça veut dire 0,01 ou quelque chose comme ça. Une cellule sur 100 infectée. Ou une cellule sur 1000. Okay. Et puis ensuite, à une faible MOI, on va avoir une cellule sur 1000 infectée à jour 0. Ensuite, le virus va se répliquer dans ces cellules-là. Les cellules infectées vont libérer encore de particules virales infectieuses plus tard dans la culture, donc d'autres cellules vont être infectées. Alors, un exemple de l'utilisation d'une manip en faible MOI, c'est si on veut tester l'efficacité d'une molécule antivirale. Donc on va ensemencer une culture avec une faible MOI de virus infectieux. On va le tester virus seul ou virus plus l'inhibiteur, et à différents temps, après l'ensemencement, le démarrage de la culture, de l'infection, on va prélever le surnageant, on va tester si on va mesurer notre titre de virus. Et donc, si on a une différence entre ces deux courbes, on peut dire que notre inhibiteur est efficace. Alors, quand est-ce qu'on veut utiliser une MOI forte? Mais ça, c'est très utile si on veut analyser précisément les étapes d'un seul cycle de réplication. Parce que quand on utilise une MOI forte, on sait que toutes les cellules sont infectées en même temps.
Avec une MOI faible, on a une minorité des cellules qui sont infectées à jour 0. Ensuite, on a des infections secondaires dans le puits qui vont se faire à différents temps. Donc, on ne contrôle pas vraiment. Donc, c'est qu'avec une MOI forte où on sait précisément quel était le temps d'initiation de l'infection. Donc, si on veut savoir, OK, à partir de quel temps après l'infection, mon virus rentre dans nos noyaux ou se met à exprimer ses gènes ou des choses comme ça, on utilise une MOI forte et on prélève un différent temps après. Et on analyse ce qui nous intéresse. Donc, l'autre application pour laquelle on veut utiliser des MOI fortes, c'est si on veut faire une production en batch. Si on utilise le baculovirus comme vecteur d'expression de protéines recombinantes, souvent on va utiliser une MOI forte et on va récolter les cellules à un temps fixe après l'infection. Parce qu'on sait que toutes les cellules étaient infectées à jour 0. Donc, TCD50, PFU par ml, ce sont des mesures de titre de virus infectieux. Donc, on a d'autres techniques pour quantifier soit les protéines, soit les acides nucléiques virales. Pour les protéines virales, on va faire appel aux techniques d'immunochimie, comme la technique ELISA. Donc, on va fixer sur un support solide des anticorps spécifiques des antigènes viraux, un monoclonal. On va ensuite les antigènes viraux et on va les révéler avec un deuxième monoclonal lié à un système de révélation, streptavidine, HRP ou APAP ou quelconque. Alors, dans ce cas-là, ça va nous donner une quantification en nanogrammes par ml ou picogrammes par ml d'une protéine virale donnée. Et donc, ça va nous titrer, ça va nous mesurer la quantité totale de protéines virales, que ce soit particules virales infectieuses ou non infectieuses. C'est les deux tout mis ensemble. Alors, ça c'est utile si on veut produire du virus en culture, on veut savoir quelle est la quantité totale que l'on a en termes de matériel. On peut faire un titre en ELISA. Oui, d'autres techniques en immunofluorescence ou en immunochimie. C'est si on a des cellules en culture et on voit que l'on a des cellules avec un ECP, on veut vérifier que en fait c'est tel ou tel virus qui a infecté la cellule, on va utiliser une technique peut-être d'immunofluorescence pour confirmer que l'ECP que l'on a vu était dû à le virus de la rougeole, le virus des syncytiaux respiratoires, etc. Ce n'est pas une technique ELISA, mais c'est en immunofluorescence. Ok, les ELISA, ce sont des techniques quantitatives, donc on peut les utiliser pour quantifier la charge virale in vivo chez les animaux, les plantes ou les êtres humains infectés. Mais c'est un petit peu dépassé par la biologie moléculaire, à vrai dire. Limitation, bon, on ne discrimine pas entre un virus infectieux et un virus non infectieux. Donc, si moi j'ai gardé un stock de virus, de baculovirus recombinant, dans le congélateur pendant 3 ans, et je veux l'utiliser pour une manip, je ne peux pas vraiment tester sans le quantifier en ELISA. Parce que ça va me. Là, la quantification, j'aurai toujours des particules virales là-dedans. Est-ce que j'ai des particules virales infectieuses que je peux utiliser dans la manip? Ben, un test ELISA ne va pas me le dire. Donc c'est pour ça que les tests
PFU par ml, TCD50 sont importants. Alors, une autre application des approches immunochimiques, ce sont des tests de diagnostic rapide, où on va voir sur une barrette des anticorps monoclonaux spécifiques des antigènes viraux, complexés avec des nanoparticules d'argent ou d'or des fois, ou même de carbone. Donc, dans le LISA de notre échantillon qui contient les antigènes viraux, ce LISA va commencer à réhydrater le strip, la barrette, et donc les complexes anticorps antigènes vont migrer en haut de la barrette. Et si on a des antigènes complexés avec des anticorps couplés avec des microparticules, ils sont déposés sur une ligne d'anticorps secondaires qui vont les capturer. Et donc on va voir, bon, on a une ligne témoin ici pour nous indiquer que le test fonctionne bien, et une ligne de résultat qui nous indique que, bon, là, on a la présence du virus de la grippe de type A ou de type B. Donc ça, c'est très utile parce que ce sont des tests qui donnent un résultat dans 10 minutes. Très utile d'avoir un diagnostic extrêmement rapide dans la situation des urgences, par exemple. Donc le grand avantage, c'est la rapidité. Et le fait qu'on n'a pas besoin d'envoyer l'échantillon au laboratoire pour avoir un résultat. Donc on peut avoir une sorte de trou, c'est n'importe qui peut l'utiliser. Même un médecin. Ou dans le domaine des virus des plantes, dans l'agriculture, un agriculteur, il peut avoir le kit, il emmène un petit peu de sa feuille qui montre des signes de phytopathologie. Il lit ça dans la bouteille fournie par le kit et il va savoir s'il a une infection par un virus des plantes ou pas. Donc ça, c'est les avantages. L'inconvénient, c'est la faible sensibilité de ces tests. Donc pour donner, il n'y a pas d'amplification enzymatique dans ce type de test. Okay, pour une ELISA, ça c'est sensible parce qu'on a l'enzyme, la HRP, qui va amplifier le signal. Tandis qu'ici, il n'y a pas d'amplification, il y a juste le dépôt des complexes antigènes-anticorps. Ce qui fait que si on a une faible quantité d'antigènes viraux présents, on aura un résultat négatif, un faux négatif. C'est le principal problème de ces kits diagnostiques. Donc, pour la grippe, on pense qu'il permettre de détecter la moitié des cas d'infection. Donc, un résultat positif, ça c'est OK, ça a de la valeur. Un résultat négatif, ça n'a pas de valeur. Et donc, il faut envoyer au laboratoire pour poser un diagnostic. Alors, l'autre type de test immunochimique en virologie, c'est des tests sérologiques. Cette fois-ci, ce que l'on veut détecter, ce n'est pas des antigènes viraux, c'est des anticorps dirigés contre des virus dans le sang de la personne ou de l'animal que l'on va dépister. Donc ici, on a l'antigène viral qui est sur le support solide. Ça, c'est l'échantillon, les anticorps présents dans le sang. Là, on va détecter par un anticorps secondaire, et puis c'est ça qui va nous donner un signal colorimétrique. Donc, les tests de dépistage pour le VIH, pour l'hépatite B, pour l'hépatite C, ce sont des tests sérologiques qui vont détecter la présence des anticorps spécifiques des virus. Donc, très grande utilisation, et une des raisons pour lesquelles il faut être capable de cultiver des virus et produire des antigènes viraux, c'est pour fabriquer les kits diagnostiques. Parce que pour faire un test diagnostique, on a besoin d'antigène viral, d'un antigène viral. Alors, une chose à ne pas oublier, c'est que quand on a un dépistage sérologique, on a des anticorps contre tel virus, mais le virus n'est peut-être pas toujours encore présent. Ça veut dire qu'on est infecté ou on a été infecté par le passé. Les anticorps sont toujours là. Donc,
peut-être une personne sur 5 infectée par le virus de l'hépatite C va résoudre l'infection, va éliminer le virus, mais vous serez encore séropositif pour le virus de l'hépatite C, même si le virus n'est pas toujours présent. Donc on utilise ces tests de dépistage pour les études épidémiologiques. Oui. Ok. Bien, je répète la question parce que comme ça va être sur le banc du sang. Donc la question c'est comment ça marche dans le cas de la VIH, parce que bon, le VIH, il y a une phase de latence. Et je pense que il faut pas mélanger des événements au niveau moléculaire et au niveau d'un individu, ok, une personne infectée. Parce que on a deux types d'échelles, ok. Ça c'est l'individu, temps en mois. Et on a, par exemple, ça c'est l'infection. On a un pic d'implication virale, charge virale va être très élevée. Ensuite, ça va stabiliser. C'est la réponse immune cellulaire qui va baisser la viremie dans un premier temps. Et la séroconversion est après. Donc ça, c'est les anticorps anti-VIH. Et ça, c'est l'ARN VIH. Okay. Charge virale en nombre de copies d'ARN par ml. Alors, la question, c'est pourquoi on n'a pas d'anticorps? Est-ce que c'est parce que le virus est dans un état latent et le système immunitaire ne peut pas le voir? Et la réponse est non. Parce que pendant les phases initiales, on a une implication active du virus. Très très forte. Donc ce n'est pas la latence qui explique ce qu'on appelle la phase pré-séroconversion, qui est 1 à 3 mois pour l'infection par le VIH. C'est pour ça que les gens qui sont séronégatifs peuvent être infectieux parce qu'ils ne savent pas encore, mais en fait ils sont infectés. Et c'est cette phase-là où les gens sont le plus infectieux d'ailleurs. Alors, la latence. Qu'est-ce qui se passe lors d'une infection au niveau de latence? Ok. Imaginons qu'on a des particules virales qui vont infecter les lymphocytes T, CD4+. Donc, dans un cas, ouais, c'est une digression un petit peu, on aura infection active et production de particules virales. Dans d'autres cas, on aura intégration dans le génome et latence, pas d'expression de gènes viraux. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait la différence? Ça, c'est l'état d'activation du lymphocyte T qui est infecté. Pendant cette phase ici, probablement la majeure partie des nouvelles infections vont donner lieu à une infection active des lymphocytes T, et puis on va avoir une minorité des cellules infectées qui vont être infectées de façon latente. Mais c'est ça qui va constituer le réservoir, parce que petit à petit, le nombre de cellules avec une infection latente va augmenter. Même si c'est à chaque cycle de réplication, ça va être une minorité, ça va être peut-être 1% des cellules infectées qui vont avoir une infection latente. Ici, les 90-99% des cellules infectées, ils vont avoir une infection active et seront tuées. D'ailleurs, c'est encore plus bizarre que ça, parce que la plupart du temps, on aura une infection abortive, donc il n'y aura pas de production virale, mais les cellules seront tuées. Donc, la majorité de cellules détruites sont détruites parce que l'infection n'aboutit pas. Bon, c'est pas vraiment la question ici. Donc, pour revenir au message initial, la phase avant la séroconversion, c'est pas vraiment dû à la latence. Ok.
Et dernière technique en quantification de virus, ce sont des techniques en biologie moléculaire pour quantifier le nombre de copies d'ARN ou d'ADN viral dans un échantillon. Donc, on prend notre échantillon, on va extraire des acides nucléiques, on fait de la PCR quantitative. Et ça va nous donner une charge virale en nombre de copies par ml. Copies par ml d'urine, de sang total ou de plasma. Ou de liquide céphalo-rachidien. Donc ça c'est utilisé en clinique pour suivre la charge virale chez les patients infectés par le VIH, le virus d'hépatite C, d'autres virus. Et ça permet de voir si monsieur untel, est-ce qu'il reçoit un traitement, est-ce que le traitement marche ou pas, parce que si ça marche, la charge virale va diminuer. Et si la personne traitée arrête de prendre ses médicaments, la charge virale va réaugmenter. Donc c'est très important pour le suivi clinique des personnes infectées. Donc les avantages ici, c'est que bon, bah, c'est très sensible, plus sensible que des tests ELISA. On n'a pas besoin de mettre le virus en culture, donc, et même pour le virus d'hépatite C, pendant longtemps, c'était impossible de cultiver ce virus. Mais les techniques de biologie moléculaire ont permis de le quantifier, même si c'était impossible de le cultiver. Et chaque fois que l'on voit nombre de copies par ml, ça veut dire qu'on a utilisé une technique de quantification par BM. Ok, pour voir si vous avez compris un petit peu ça, je vous invite à réfléchir à cette situation. Donc, vous voulez produire un vaccin inactivé. Donc, le processus industriel est résumé un petit peu ici. Donc, on a un stock de virus que l'on veut amplifier. Ensuite, une fois qu'on a amplifié notre stock de virus, on va le purifier et on va l'inactiver par du formol. Et ensuite, on va le mettre dans des flacons et c'est ça qui sera commercialisé. Alors, les éléments que vous devez connaître, c'est donc un vaccin inactivé ici, il doit contenir des protéines virales parce que sinon, il ne sera pas immunogène. Mais il ne devrait pas contenir de particules virales infectieuses parce qu'on ne veut pas non plus infecter les personnes qui reçoivent le vaccin. Donc, il y a deux questions. Quel MOI faudrait-il utiliser ici? Ok. Qui dit A? Qui dit B? Qui dit C? Qui dit D? Ouais, la majorité. Et qui dit E? Ok, c'est bon, personne n'a dit ça. Oui, bonne réponse, c'est D. Ok, le mot ici, c'est amplification, donc on veut récupérer beaucoup plus de virus à la fin que ce que l'on avait au départ. Donc on met une faible MOI et le virus va s'amplifier dans la culture sur plusieurs cycles de réplication. Alors, deuxième question. Donc, quel test doit-on effectuer? Bon, on va dire juste ici, là, après l'inactivation. Quel test doit-on faire pour quantifier le virus présent? Ça se discute. C'est bon là? Vous avez réussi? Ok, on y va. Alors, qui dit A? PCA plus ELISA.
Alors, qui dit B? Nelisa et TCID50. 5. 5 personnes disent B. C, TCID50 et PFU par ml. 7. Et qui dit D, un TCD50 et PCR. D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 13 encore là. Alors, la bonne réponse est B. Vous en avez une minorité des gens, c'était le moins populaire. Alors B, c'est... Alors, ici, là, donc notre vaccin inactivé, il doit contenir des protéines virales, mais aucune particule virale infectieuse. Donc ça, c'est les deux choses que l'on doit tester, protéines virales et virus infectieux. Donc tout le monde qui a mis QPCR, là, les A et les D, c'est pas bon. Ça ne mesure ni l'un ni l'autre. Une valeur positive en QPCR, ça ne veut pas forcément dire que notre virus est infectieux. Et imaginons que la purification a totalement mal marché, nos particules virales sont explosées, et les protéines sont allées d'un côté, les acides nucléiques, c'est dans ce qu'on a purifié. On peut avoir un PCR positive et sans protéines virales. Bon, c'est peu probable, mais on peut l'imaginer quand même. Donc, PCR, c'est pas bon là. Ça mesure aucun des deux paramètres qui étaient importants, protéines et particules virales infectieuses. Donc B, c'est bon. Bah, C, c'est pas bon parce que toutes les deux techniques mesurent la même chose. Donc, on a un test particules virales infectieuses. Alors, dans notre vaccin inactivé, TCD50 et PFU par ml, le résultat doit être quoi? Quelqu'un a dit quelque chose? Oui, il doit être 0, négatif. 0 particules virales infectieuses. Mais si vous avez des résultats négatifs, qu'est-ce qui vous dit que vous avez quelque chose dans l'échantillon? Ok, ici, vous faites ça, vous avez des résultats 0, rien. Donc, il faut que ce test-là soit négatif, mais il faut quand même voir que vous avez quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'ELISA. D'accord? Protéines virales présentes, virus infectieux absent. Donc, c'était ça, la bonne réponse, c'était B à cause de ça. Ok, donc juste pour résumer pour les techniques de détection quantification, technique de culture plus ou moins sensible selon le virus. Des fois, il y a des virus qui ne se répliquent pas en culture cellulaire. Spécificité faible. Bon, ça peut être plusieurs virus qui vont répliquer sur une lignée cellulaire donnée. Très lent. Il faut plusieurs jours pour avoir une réponse. Mais c'est la seule technique qui permet de détecter et quantifier les virus infectieux dans un échantillon. Technique immunochimique. Sensibilité, un peu moyen. Spécificité très bonne, extrêmement rapide. C'est la rapidité qui est le grand avantage des techniques immunochimiques. Biologie moléculaire, très sensible, très spécifique, relativement rapide. Dans un laboratoire d'analyse, on peut avoir un résultat dans la journée. Et avec les unités, vous devez connaître quelle technique a été utilisée. Alors, pour finir les techniques, on va juste réfléchir un petit peu sur ce qu'on appelle la génétique inverse, qui est une technique très très puissante en virologie, comme dans le reste de la biologie d'ailleurs, pour déterminer les fonctions d'un gène viral. Donc, la génétique classique, c'est quoi? Donc, on prend le virus, on le soumet à une mutagénèse aléatoire, on génère un panel de mutants, et parmi nos virus mutants, on a un qui a un phénotype intéressant. Ça peut être qu'il est plus virulent ou il perd la virulence dans un modèle animal, il perd la capacité de nuire lorsqu'il infecte un animal ou une plante. Donc,
quoi qu'il en soit, il a un phénotype intéressant et par des approches génétiques, on va essayer d'identifier le gène qui est responsable de ce phénotype. Donc ça, c'est la génétique classique. On commence avec le phénotype et on va essayer d'identifier le gène. Donc la génétique inverse, comme son nom indique, on prend ce procédé et on met à l'envers. Cette fois-ci, on commence avec le génome et on va créer un panel de mutants dans les différents gènes. Et on analyse, ou alors on décide ici, OK, on va muter le gène A, B, C, D, etc., E, et on va analyser les phénotypes de chacun de ces mutants. Et donc ça va nous dire quelles sont les fonctions de ces gènes. Donc ça, c'est très puissant parce que on enlève la partie aléatoire ici. Parce qu'on peut essayer de faire ça et on n'a rien, on ne trouve pas de virus avec un phénotype intéressant. Tandis qu'ici, on contrôle exactement ce que l'on fait. Alors, la génétique inverse, ça implique que l'on a le moyen de passer d'un génome viral jusqu'à un virus infectieux qui nous permet d'analyser le phénotype. D'accord? Donc, on doit avoir le moyen de prendre une molécule d'ARN ou d'ADN viral et de produire un virus infectieux à partir d'une molécule d'acide nucléique. Alors, comment ça marche? Donc, pour les virus à ADN et les rétrovirus, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut cloner le génome viral dans un plasmide pour des génomes, disons, moins de 20 kilobases de longueur, dans un BACMID pour des très grands génomes. On extrait cet ADN, on transfecte dans les cellules. Donc, au lieu d'avoir une particule virale qui infecte la cellule, on a l'ADN génomique qui rentre dans le noyau par des moyens chimiques. Et à partir de ça, les cellules transfectées vont produire des virus. Donc, on part de l'acide nucléique à un virus infectieux pour les virus à ADN. Pour les virus à ARN brun plus, ce que l'on fait, on clone le génome dans un plasmide. On fait une transcription in vitro pour obtenir de l'ARN viral, ARN brun plus, et on transfecte cet ARN dans les cellules. Donc pareil, c'est comme si le génome viral rentre dans les cellules par des moyens chimiques, et c'est tout ce qu'il faut pour démarrer la réplication du virus. Donc on peut obtenir un virus infectieux à partir d'une molécule d'ARN. Et donc dans les deux cas, on peut modifier le génotype comme on veut, en mutant les séquences présentes dans le plasmide, et à la fin, on peut analyser les phénotypes des virus qui sortent. Donc un exemple très simple pour pourquoi on veut utiliser ce type de technique, c'est que c'est ce qui permet de valider le phénotype de certaines séquences virales qui sont associées avec une caractéristique clinique. Donc l'exemple ici, c'est que si on traite les personnes séropositives pour le VIH par une molécule qui s'appelle la 3TC, si on l'utilise en monothérapie, on aura l'émergence de virus résistants et on va remarquer que tous les virus qui circulent expriment la mutation M184V dans la transcriptase inverse. Donc on a une association entre la résistance et ce génotype. Donc pour confirmer que cette mutation-là est responsable de la résistance, ce que l'on peut faire, c'est qu'on prend la séquence d'un virus wild type, on va le muter juste pour intégrer cette mutation-là, la M184V. On produit les virus wild type et mutés et on va tester les deux s'ils sont capables de se répliquer en présence d'un molécule, oui ou non. Dans ce cas-là, on a une seule mutation qui distingue ces deux virus-là et on pourra confirmer qu'en fait, prouver même que oui, c'est cette mutation-là qui confère la résistance. Et on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend un virus résistant, on mute le 184V en M, ce virus-là devrait redevenir sensible aux médicaments, ce qu'on appelle une analyse de réversion. Donc si on fait les deux choses, on a vraiment prouvé que notre mutation est responsable du phénotype observé. Et pour faire ça, il faut avoir des systèmes de génétique inverse. Alors, il nous reste 40 minutes pour regarder les étapes initiales du cycle de réplication virale.
qui sont l'attachement et l'entrée. Donc on va essayer de faire ça. La semaine prochaine, on va avoir 2 cours sur les stratégies de réplication et expression génique. Et le reste, bon, ça va être après les vacances de février. Okay, donc ça, c'est notre focus pour le reste de ce matin. Alors, première chose, l'interaction initiale entre un virus et une cellule hôte est médiée par une interaction spécifique entre une protéine d'attachement virale, ou glycoprotéine d'attachement, et un récepteur sur la cellule hôte. Donc, ces interactions sont généralement de faible affinité, mais puisque sur une particule virale, on a une structure régulière répétée avec plusieurs protéines ou glycoprotéines d'attachement à la surface du virus, on a de multiples interactions moléculaires, ce qui fait qu'on peut avoir une forte avidité. Tiens, ça me donne l'occasion de dire, ok, ne pas mélanger des choses là. Le récepteur, c'est sur la cellule hôte, protéine d'attachement, c'est sur le virus. Donc cette interaction-là, faible affinité. Donc, ça c'est bon pour nous parce que ça veut dire que si on développe des anticorps de forte affinité contre les protéines virales, ils peuvent rentrer en compétition avec l'interaction protéine d'attachement récepteur parce que l'affinité est plus forte ici. Donc quand on développe des anticorps dites neutralisants contre un virus, ce sont des anticorps de forte affinité contre les protéines d'attachement. Et c'est ça qui va nous protéger d'une infection. Ok, donc cette interaction protéine d'attachement récepteur est souvent responsable du tropisme du virus, c'est-à-dire le choix, ça détermine quel type cellulaire et quel tissu peut être infecté ou touché par l'infection virale. Donc, le VIH, la glycoprotéine d'attachement, c'est le GP120, le récepteur, c'est le CD4, et ça détermine quel type cellulaire va être infecté par le virus. Même chose pour le virus Epstein-Barr. Cette fois-ci, c'est 2 glycoprotéines qui vont se mettre ensemble pour former une site d'attachement. Ce n'est pas juste une seule protéine. On reconnaît un récepteur qui est spécifiquement exprimé sur les lymphocytes B. Ça détermine le tropisme du virus. Même chose pour le virus de la poliomyélite. Le récepteur, c'est le PVR, le récepteur au virus de la poliomyélite, qui est présent chez les entérocytes. Donc c'est un virus qui infecte l'intestin. Mais c'est aussi exprimé par les neurones. Et ça explique le neurotropisme de ce virus et les atteintes au système neuronal qu'on peut avoir, un système nerveux qu'on peut avoir. Alors, ce n'est pas le cas partout, parce que certains virus, par exemple le virus de la grippe, la glycoprotéine d'attachement, c'est l'hémagglutinine, qui reconnaît l'acide sialique sur un grand nombre de glycoprotéines diverses. Et ce n'est pas ça qui va déterminer son tropisme. Parce qu'on trouve cet acide sialique pratiquement sur toutes les cellules du corps, mais le virus ne va pas se répliquer partout. Pareil pour les adénovirus. Le récepteur, c'est le récepteur des adénovirus et coxsackie-virus, le CAR, qui a une très large distribution, mais l'adénovirus ne va pas se répliquer partout. Donc, pour ces 2 virus-là, il y a d'autres déterminants de tropisme qu'on va essayer de comprendre plus tard. L'autre chose à retenir, c'est que, bon, protéine d'attachement, soit c'est une glycoprotéine pour les virus enveloppés, une protéine de capside pour les virus nus, ou alors c'est plusieurs protéines virales qui vont ensemble former ce site d'attachement pour le récepteur. Okay, pour les picornavirus, comme le virus de la poliomyélite, le site d'attachement, il y a une contribution des 3 protéines virales pour former le site d'attachement. Ce n'est pas juste une seule protéine virale.
Alors, ça, c'est une liste de protéines d'attachement et de récepteurs. Mais comment a-t-on fait pour trouver les récepteurs de différents virus? Alors, une approche, c'est l'approche biochimique. Donc, on va traiter des cellules susceptibles avec des protéases ou des glycosidases et on va regarder après si le virus est capable de se fixer sur les cellules. Et dans ce cas-là, on peut savoir si notre récepteur est protéique ou glycosidique. Donc ça a marché pour le virus de la grippe. Okay, c'est ce qui a permis de déterminer que l'acide sialique est le récepteur du virus de la grippe. Si on enlève les acides sialiques à la surface d'une cellule, le virus de la grippe ne se fixe plus. Donc ça a marché jusqu'à un certain point. Mais une fois qu'on a déterminé que si on a un récepteur protéique, parmi toutes les différentes glycoprotéines de surface sur une cellule, comment savoir? Là, ça devient un peu plus difficile. Une approche qui a marché pour certains virus, c'est d'isoler un anticorps monoclonal. Et là, je regrette d'avoir enlevé mon dessin. Cette fois-ci, l'anticorps monoclonal va être spécifique du récepteur cellulaire et qui va bloquer l'infection par le virus. Et donc, si on a ça, on a un outil pour faire un clonage moléculaire et trouver la glycoprotéine, le récepteur cellulaire, qui est reconnu par cet anticorps. Et donc ça a marché pour certains virus, pour les écovirus, ce sont des intégrines qui sont des récepteurs. Et troisième approche, c'est la biologie moléculaire. Alors cette fois-ci, ce qu'il faut, c'est d'avoir deux lignées cellulaires. Notre virus est ici. Les deux lignées sont permissives. Un truc important ici, c'est de connaître bien ces termes-là. Permissive, susceptible. Une lignée ou une cellule permissive peut supporter la réplication du virus. Une cellule susceptible, ça veut dire que le virus peut se tacher, peut rentrer, mais pas forcément se répliquer. Donc pour que la réplication soit efficace, il faut que la lignée soit susceptible, c'est-à-dire que le virus peut se fixer, peut rentrer dans la cellule, et permissive. Il faut les deux pour que le site de réplication s'effectue. Alors, cette lignée, elle est permissive, susceptible. Cette lignée, elle est permissive et non susceptible. Ça veut dire que cette lignée exprime le récepteur et cette lignée ne l'exprime pas. Donc ce que l'on peut faire, c'est de faire une banque d'ADN-C à partir de cette lignée, la lignée susceptible, et on va les transfecter dans notre lignée non susceptible. Et on va cribler tout un tas de lignées transfectées pour trouver la cellule transfectée qui permet l'entrée de notre virus. Donc on a une identification des récepteurs par un clonage fonctionnel. Donc ça, c'est utilisé pour identifier plusieurs récepteurs de virus. Par exemple, le récepteur du virus de la poliomyélite était identifié par cette technique-là. Ok, on est un peu à court de temps, donc en fait, je ne vais pas expliquer le système de pseudotypage parce que ça va nous prendre 10 minutes à faire que ça, peut-être 15 minutes, et après, je vais être très embêté. Si on a un peu de temps à la fin, je reviendrai dessus. Ok, donc c'est comme ça qu'on a identifié les récepteurs des différents virus. Donc maintenant, on va regarder en plus de détails les mécanismes d'attachement et d'entrée de
quelques exemples de virus enveloppés et un exemple de virus enveloppé et un ou deux exemples de virus nus. Donc, l'exemple que tout le monde connaît, c'est le virus de la grippe, qui correspond à une orthomyxovirus. Pour l'instant, ce que l'on doit comprendre ici, c'est que il s'agit d'un virus enveloppé qui exprime deux glycoprotéines enveloppes, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc l'hémagglutinine, c'est la glycoprotéine d'attachement. Et c'est ça qui médie l'attachement et l'entrée du virus. Ou plutôt, c'est ce qui va permettre l'entrée des nucléocapsides qui se retrouvent normalement à l'intérieur de la particule virale. Alors, l'hémagglutinine, c'est quoi? Donc, sur un virus infectieux, l'hémagglutinine, c'est un hétérodimère composé de la protéine HA1, qui a une forme globulaire, un peu en tête, et le HA2, qui est en forme de tige allongée, avec deux longues hélices alpha qui forment HA2. Donc, les deux protéines HA1 et HA2 sont exprimées initialement dans la même protéine qu'on appelle HA0. Et HA0 doit être clivé pour former ces deux composants de l'hémagglutinine, HA1 et HA2. Sinon, le virus est non infectieux, si on n'a pas ce clivage. Donc, on a une sorte de... non, pas donc. Alors, H1, tête globulaire, c'est là où on a le site d'attachement sur le récepteur, qui est l'acide sialique, représenté ici. Et HA2, ça, c'est ce qui permet la fusion membranaire qui va médier l'entrée du virus. Donc, on a une sorte de séparation des deux fonctions essentielles. Attachement, c'est la fonction de la protéine HA1, et entrée, c'est la fonction de la protéine HA2. Dernière chose, la forme sur la surface de la particule virale, ça c'est un monomère. En fait, sur le virus, on a des trimères d'hémagglutinine. C'est ça la forme fonctionnelle. Alors, le système d'entrée, c'est quoi? Bon, ça c'est mon schéma qui est un tout petit peu naze, mais néanmoins, j'ai un attachement émotionnel à mon schéma d'il y a quelques années, donc je le garde. Alors, premier événement, l'hémagglutinine se fixe sur les acides sialiques à la surface de la cellule. C'est ce qui va provoquer une internalisation de la particule par endocytose. Jusque-là, la particule reste intacte dans l'endosome. Lors de la maturation de l'endolysosome, le pH à l'intérieur de l'endolysosome va diminuer. Et c'est ça qui va provoquer un changement conformationnel dans la protéine HA2. C'est ce qui va mener à la fusion membranaire et la libération des nucléocapsides dans le cytosol. Donc, pour visualiser ça, donc ça c'est notre virus enveloppé. Les 7 nucléocapsides dans le différents segments génomiques du virus. La fusion membranaire, c'est ça. Okay. L'enveloppe virale va fusionner avec la membrane de l'endolysosome. Et donc, ça va créer un pore. Et du coup, le contenu de la particule virale rentre dans le cytosol. Alors, pour voir ça de façon peut-être un peu plus... Ok. Donc, ça, c'est notre particule virale qui va s'attacher à la surface d'une cellule épithéliale dans le poumon. Elle est endocytosée par médiée par la clatrine. Donc ça, c'est la clatrine qui se
mais autour de l'endosome précoce. Donc, juste pour s'amuser, ils vont nous montrer un petit peu de trafficking intracellulaire de l'endosome. Donc, lors de la maturation, la clatrine, il se barre. Et ensuite, notre endolysosome va se maturer, fusion membranaire, et les ribonucléoprotéines du virus rentrent dans le cytosome. Donc ça, c'est la fusion membranaire du virus de la grippe. Alors, sur le plan moléculaire, comment ça marche? Okay. Donc, on est aidé pour comprendre ça parce qu'on connaît la structure tridimensionnelle de l'hémagglutinine, un pH neutre, c'est ici, et un pH acide. Donc, un pH neutre, okay, ça c'est avant la fixation de l'hémagglutinine. Après la fixation de l'hémagglutinine, HA1, il se détache un petit peu. On laisse cette structure de HA2. Donc, on a deux hélices alpha, l'un à côté de l'autre. C'est un peu comme un ressort qui est compacté. Lors de l'acidification de l'endolysosome, on a ce ressort qui va se relâcher. Donc, on a la longueur de ces domaines de fusion est pratiquement doublée. Et ça va projeter dans la membrane de l'endolysosome des peptides hydrophobes de l'HA2 qui normalement étaient enfouis à l'intérieur de la structure et ils vont être projetés dans la membrane de l'endolysosome. Par la suite, cette structure allongée va se replier sur elle-même et c'est ça qui va générer de la force pour attirer ces deux membranes l'un à côté de l'autre et c'est ça qui va provoquer la fusion parce qu'on a des peptides, enfin les chaînes, les hélices transmembranaires dans l'enveloppe du virus, les peptides de fusion qui sont dans la membrane de l'endolysosome. Ça va déstabiliser la structure en bicouche lipidique et c'est ça qui va mener à la fusion membranaire. Ok, donc pH acide va permettre l'allongement des HA2, projection des peptides de fusion. Ensuite, tout ça, ça va s'affaisser, se replier. Alors ça, c'est vrai pour le virus de la grippe. Qu'en est-il pour d'autres virus enveloppés? Quand on regarde la structure des glycoprotéines d'attachement et surtout leur domaine de fusion, on voit qu'en fait, on a une structure très semblable pour différents virus. Donc ça, c'est le virus de la grippe. Le VIH, c'est la même chose. MMLV, c'est un autre virus, un autre rétrovirus. Le virus Ebola, tous ces virus enveloppés ont des domaines de fusion qui sont très semblables. Donc le mécanisme de fusion membranaire, ça va être la même chose. Quelque chose va déclencher l'allongement de ces domaines de fusion en hélice alpha. Ça va projeter des peptides de fusion dans la membrane cellulaire et ensuite on aura la fusion et l'entrée du virus. Donc c'est ce qu'on appelle des domaines de fusion de type 1, présents chez le virus de la grippe, le VIH, l'Ebola. La structure, c'est en hélice alpha et les glycoprotéines d'attachement et de fusion sont en trimère, toujours un trimère. L'orientation de ces domaines de fusion par rapport à l'enveloppe virale, c'est perpendiculaire. Okay, c'est le domaine de fusion de type 1. Type 2, on trouve chez les flavivirus, virus de la fièvre jaune, de la dengue, des choses comme ça. Cette fois-ci, totalement différent. Ce sont des structures en feuillet bêta. Cette fois-ci, c'est un dimère qui est aplati, allongé sur l'enveloppe virale. Et lors de la fusion, ce qui va se passer, c'est que les deux copies de domaine de fusion vont se mettre comme ça, et c'est ça qui va projeter les peptides de fusion dans la membrane de la cellule hôte. Type 3, bon, ça existe chez les herpès virus. C'est un mélange de feuillet bêta hélice alpha, mais en termes de leur composition et disposition par rapport à l'enveloppe virale, ça ressemble un peu plus au domaine de fusion de type 1 que des domaines de fusion de type 2. Alors, pour le virus de la grippe, l'événement qui a provoqué la modification de la structure du domaine de fusion, c'est l'acidification de l'endolysosome. Ça, c'est le cas pour d'autres virus également, pour le virus de l'hépatite C ou le virus de la dengue, c'est également le cas.
Mais ce n'est pas toujours ça. D'accord? Donc, on peut avoir d'autres événements qui interviennent pour provoquer la fusion. Donc, protéolyse partielle. Donc, c'est encore quelque chose qui va avoir lieu après l'internalisation du virus dans un endolysosome. Le pH diminue et aussi des protéases lysosomiales dont l'endolysosome vont être activées. Ça peut provoquer la fusion de certains virus. Coronavirus, le SRAS. Donc, pour d'autres cas, c'est l'interaction avec un corécepteur qui provoque l'activation des domaines de fusion. Bon, c'est le cas pour le VIH. Le récepteur, c'est le CD4. Le corécepteur sont les molécules CCR5 ou CXCR4. Donc, il faut les deux pour que le virus rentre. Pareil pour le virus Ebola. Le virus va s'attacher sur la cellule, sera internalisé, mais il ira en entrée uniquement quand le corécepteur est présent. Pareil aussi pour l'HTLV1. Donc, une chose que j'ai remarqué, c'est que pour tous ces corécepteurs connus, on a des structures avec de multiples domaines transmembranaires. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est quelque chose qui est important pour déstabiliser la structure de la membrane cellulaire et permettre la fusion de progresser. Mais pour l'instant, c'est juste une corrélation. Dernière chose, pour les glycoprotéines d'enveloppe et leurs activités de fusion, c'est que on a vu pour le virus de la grippe, l'hémagglutinine est synthétisée comme un précurseur, HA0. HA0 peut se fixer sur l'hémagglutinine, mais l'activité de fusion ne sera pas efficace. Pour qu'il y ait une autre efficace, il faut qu'il y ait le clivage d'HA0 en HA1 et HA2. Ça, c'est médié par une protéase cellulaire avec une activité trypsinique, et toutes les cellules du corps n'expriment pas cette protéase. Et donc, c'est l'expression de la protéase qui est nécessaire pour la maturation de l'hémagglutinine qui explique le tropisme du virus. Okay, on a vu que le récepteur est présent partout dans le corps. Donc, le virus peut se fixer et peut infecter des cellules, mais il ne peut pas être libéré de façon infectieuse par toutes les cellules. Alors, pour le VIH, on a quelque chose un petit peu semblable. Donc, la glycoprotéine de surface est synthétisée en précurseur GP120. Pour que le virus soit infectieux, il faut que ce GP160 soit clivé en GP120. Un peu comme la H1, c'est le domaine d'attachement, et GP41, qui est un peu comme H2, c'est le domaine de fusion. Et pour le virus de l'hépatite C, un flavivirus, cette fois-ci, les deux glycoprotéines d'enveloppe, E1 et E2, sont séparées par la peptidase signal. Donc, furine, signal peptidase, ce sont des protéases qui sont quasi ubiquitaires. N'importe quelle cellule peut processer les glycoprotéines surface. Mais des fois, comme par exemple ici, la protéase nécessaire a une distribution un peu plus restreinte. Ok, bon, il est temps pour moi de faire une toute petite pause et vous poser des questions. Réfléchissez un petit peu à ça. Ok. 1. Qui dit c'est vrai? Qui dit c'est faux? Oui, vous avez raison, c'est faux. L'attachement en soi, c'est pas suffisant. Il faut un autre événement déclencheur. Diminution de pH, interaction avec un corécepteur. 2. Qui dit que c'est vrai? Qui dit que c'est faux? Vous avez raison, c'est faux, ok?
Donc la question, la forte affinité de l'interaction, ça c'est faux. Faible affinité, forte avidité. Parce qu'on a plusieurs copies sur la surface de la particule virale. Ça donne une forte avidité. Alors, 3. Domaines de fusion sont impliqués dans la formation de syncytia. Qui dit oui, c'est vrai? Qui dit non, c'est pas vrai? Qui dit j'ai pas compris la question? Ok, la majorité, voilà, effectivement. Ok, ça et ça, c'était évident, ça beaucoup moins évident. Le syncytia, c'est quoi? On avait vu ça la semaine dernière, c'est une forme de CP. Donc si on a une cellule infectée ici, un syncytium, c'est quoi? C'est-à-dire que la membrane plasmique de cette cellule infectée va fusionner avec la membrane plasmique de toutes les cellules autour. Et ça va nous donner un syncytium avec plusieurs noyaux. Donc, il fallait comprendre et se souvenir de ce que c'est qu'un syncytium pour pouvoir répondre à cette question-là. L'événement clé dans la formation d'un syncytium, c'est la fusion membranaire entre une cellule infectée et une cellule non infectée. Et effectivement, ça c'est une fonction du domaine de fusion d'un virus, du virus. Donc la réponse est oui pour ça. Et question 4, pareil, qui dit c'est vrai? Qui dit c'est pas vrai, c'est faux? Et qui dit ça dépend du virus? Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Effectivement, c'est ça. Ça dépend du virus. OK? Ça dépend de la structure du virus. Si vous avez un virus enveloppé, comme le virus de l'hépatite C, où on a l'enveloppe et puis l'ARN à l'intérieur, effectivement, la fusion membranaire va libérer l'ARN dans la cellule infectée. Donc, dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Fusion membranaire et décapsulation, c'est la même chose. Or, si vous avez un virus comme un herpès virus, on a la capside à l'intérieur de l'enveloppe. Fusion membranaire, c'est la capside qui entre. On n'a pas encore la décapsulation. D'accord? Donc, réponse à la question 4, c'est ça dépend de la structure du virus. Ok, on a 10 minutes pour considérer les mécanismes d'attachement et d'entrée de virus nus. Jusque-là, on a regardé les virus enveloppés et la fonction des glycoprotéines d'enveloppe, domaine d'attachement, domaine de fusion. Alors, on va regarder les picornavirus, par exemple le virus de la poliomyélite ou la plupart des virus des rhumes, qui vont s'attacher sur leur récepteur, soit le PVR pour le virus de la poliomyélite, soit le récepteur ICAM1 pour la plupart des rhinovirus. Et on aura par la suite une déformation de la capside virale qui va permettre la formation d'un pore qui traverse la membrane plasmique. Et ensuite, l'ARN viral sera injecté dans le cytoplasme à travers ce pore. Donc très très simple comme mécanisme. Enfin, très simple, en tout cas très direct. Pas beaucoup d'étapes. Donc au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, c'est un zoom sur un des sommets de la structure icosaédrique de la particule virale. Donc on a VP1, VP2 et VP3 et c'est 5 copies de VP1 qui forment le sommet de cette particule. Okay? Alors, le site d'attachement pour le récepteur, c'est composé de VP1, VP2 et VP3. Donc, le récepteur s'attache ici. Ce qui va se passer, c'est que dans VP1, il y a une petite molécule qui s'appelle le pocket factor. Et ça sert à stabiliser et maintenir la stabilité de la particule virale. L'interaction entre le récepteur et la capside virale va résulter en l'élimination de ce pocket factor. Donc, cette partie de la structure devient vide et donc la capside est déstabilisée. Le résultat de cette déstabilisation, c'est quoi? C'est la projection des peptides hydrophobes, d'une part de la protéine VP1, d'une part de la protéine VP4, qui est en fait à l'intérieur de la capside. Et ces peptides hydrophobes vont se projeter dans la membrane plasmique et former le pore qui traverse la membrane. Donc, on a interaction avec le récepteur,
déstabilisation de la capside et ensuite projection de peptides hydrophobes dans la membrane plasmique. C'est ça les différentes étapes de l'entrée ici. Donc, ça c'est le cas pour le virus de la poliomyélite et la plupart des rhinovirus. D'autres rhinovirus ont un mécanisme d'entrée en deux étapes. D'abord, l'interaction par le récepteur induit l'internalisation dans un endosome. Et cette fois-ci, c'est l'acidification qui va provoquer la déstabilisation de la capside et la formation du pore transmembranaire qui permet la libération de l'ARN viral. Donc, ça va pour les virus ARN brun plus qui démarrent leur infection en livrant le génome dans le cytosol. Mais pour beaucoup de virus à ADN, le processus est plus complexe parce qu'il ne faut pas simplement livrer l'acide nucléique viral dans le cytosol, mais dans le noyau. Et donc, de la surface de la cellule jusqu'au noyau, il y a une certaine distance à traverser. Et même si on livre la capside à l'intérieur du cytosol, juste par diffusion passive, ça ne va jamais arriver. Parce que le cytosol, c'est plein de protéines, plein de structures, et une capside virale ne va pas pouvoir bouger de façon passive, de façon très efficace. Donc, les virus à ADN qui se répliquent dans le noyau ont besoin d'exploiter les systèmes de transport cellulaire. Alors, l'exemple ici, ce sont des adénovirus. Alors, donc on a d'abord fixation de la protéine du virus sur le récepteur qui est le CAR, Coxsackie Adenovirus Receptor. Et ce sont les protéines, c'est les protéines de la spicule ici, qui médient cette interaction virus-CAR. Ça ne suffit pas pour l'internalisation de la particule. Pour l'internalisation, il faut qu'il y ait une interaction entre la pentone base ici et le corécepteur, qui sont des intégrines. Donc ces intégrines-là sont capables de médier l'internalisation par endocytose. Ensuite, le virus va perturber l'endolysosome et le contenu de l'endolysosome sera livré dans le cytosol. Et ça, c'est la protéine 6 qui va médier cette disruption de l'endolysosome. Donc, on a une capside virale livrée dans le cytosol. Ensuite, pour arriver jusqu'au noyau, il doit emprunter le réseau de microtubules et se faire activement transporter par... Alors, c'est lequel là? C'est la kinésine ou le dénéine qui va vers le noyau? Qui dit kinésine va vers le noyau? Qui dit c'est dinéine? La majorité disent que c'est la dinéine qui va comme ça. Est-ce que j'ai noté, moi? Ah, j'ai pas noté. Ah oui, dinéine, oui, c'est ça. C'est la dinéine qui va vers le noyau. Et en fait, c'est les protéines de l'exon ici, là. Les autres protéines de surface de la capside qui vont se fixer sur la dinéine et qui vont permettre le transport de la capside jusqu'à proximité du noyau. Une fois quand la capside est là, elle va interagir avec le complexe d'entrée du pore nucléaire. Et c'est à ce moment-là où on aura la décapsidation et la livraison de l'ADN viral dans le noyau. Donc on a un processus en de multiples étapes et pratiquement toutes les protéines de la capside sont impliquées dans ce processus, avec chaque protéine qui va effectuer une étape dans le processus. Et la dernière chose, c'est l'entrée nucléaire. Et donc l'entrée nucléaire, on ne peut pas juste rentrer comme ça.
Hein, c'est comme Mordor. One does not simply walk into Mordor. Okay, donc les virus ont besoin des moyens de rentrer dans le noyau. Donc pour les petits virus ADN, ils sont tellement petits que la particule entière peut être importée dans le noyau via les ports d'entrée nucléaire. Et ensuite, l'ADN viral est libéré dans le noyau. C'est aussi pareil pour le virus de la grippe. C'est une exception, c'est un virus ARN qui se réplique dans le noyau. Les nucléocapsides sont relativement petites. Les protéines, la nucléoprotéine porte un signal de localisation nucléaire. Donc en fait, elles sont importées dans le noyau par les nucléocapsides sont activement importés dans le noyau par les systèmes cellulaires. Par contre, les grands virus à ADN, les adénovirus, vont s'associer avec les ports d'entrée nucléaire. Et en fait, cette interaction va permettre le démantèlement de la capside et l'import de l'ADN. Pour les herpesvirus, ça c'est un peu plus actif, c'est-à-dire que les particules de l'adénovirus sont des icosèdres parfaites. Elles sont parfaitement symétriques. Tous les sommets sont identiques. Pour les herpesvirus, on a une sorte de structure de colle sur un des sommets de l'icosèdre. Donc c'est cette structure-là qui va se fixer sur les ports d'entrée nucléaire. Cette interaction permet de débloquer le col, ici, et l'ADN est injecté. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de l'année dernière, ça? Le bactériophage T4 va se fixer sur une bactérie. Les protéines dont allez, on va faire un bactériophage T4. On a une structure comme ça. L'ADN du phage est injecté dans la bactérie via cette structure hélicoïdale, la queue du phage, dans la cellule infectée. Chez les herpesvirus, c'est quelque chose de semblable. Et en fait, il y a plusieurs aspects du cycle de réplication et de la structure des capsides des herpesvirus qui fait penser qu'en fait, il y a une lointaine parenté entre les herpesvirus et des myoviridés. Ok, bon, on est là. Résumé pour aujourd'hui. Entrée, attachement, c'est médié par une interaction spécifique, sauf pour les virus des plantes. Aucun virus des plantes n'utilise un récepteur spécifique pour son attachement. C'est une exception très importante. Autre grand message, la structure de la particule virale détermine le mécanisme d'entrée. Virus enveloppé, il faut qu'il y en ait une fusion membranaire. Le mécanisme précis, ça dépend de la structure du domaine de fusion, type 1, type 2. Virus nu, soit on a la formation d'un portail et l'acide nucléique qui est injecté, soit on a la désagrégation de la capside. C'est ce qu'on va voir pour l'entrée de l'ADN de l'adénovirus dans le noyau. Finalement, importance des récepteurs et co-récepteurs pour le tropisme viral, sauf pour la grippe. Parce que là, c'est la protéase qui permet la maturation, qui détermine le tropisme. Ok, bon, merci tout le monde et on se revoit lundi prochain à l'heure agréable de 8h du matin.